Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler d'une enquête criminelle. On va voir l'histoire d'Alexander Litvinenko qui a pour le coup une histoire très particulière et très peu commune. Si vous connaissez quelqu'un qui a eu le même parcours que lui, restez-en loin. Bref, c'est parti. Du coup, je vais vous raconter l'histoire d'Alexander Litvinenko, qui ne se prononce pas du tout comme ça, mais plutôt... Александр Вальтерович Литвиненко. Mais clairement, je ne sais pas le prononcer, donc je vais m'arrêter à Alexander. Ça sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi. Et évidemment, vous le savez, je vais vous raconter l'histoire d'une enquête criminelle dont cet homme finit mort. Mais il naît le 4 décembre en 62 à Voronezh, qui est en Russie. Et il va mourir le 23 novembre 2006, c'est-à-dire pas très longtemps, 14 ans avant, à Londres. Et en fait, c'est un homme qui travaille pour le KGB, puis son successeur qui est le FSB à partir de 1986. Le KGB, c'est quoi? C'est en gros le FBI, mais version russe. Donc le mec, déjà de base, c'est pas n'importe qui, quoi. Mais en fait, dans les années 2000, il va montrer son opposition à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, clairement, c'est pas Emmanuel Macron. Tu montes ton opposition, c'est beaucoup plus compliqué que si tu montrais ton opposition ici en France avec Macron. Et en fait, il va l'accuser publiquement de négliger la lutte contre la corruption. Tu vois ça, tu te dis, le mec, c'est un bon... Il lutte pour des bonnes choses, quoi. À cause de ça, il va s'installer à Londres et va quitter la Russie. Et en fait, là-bas, il va se lier d'amitié avec le représentant séparatiste tchétchène Ahmed Zakayev, qui est en fait considéré comme un terroriste en Russie. Mais aussi avec Boris Berezovsky, qui est aussi lié avec les djihadistes tchétchènes. Il se fait un entourage assez anti-russe. Et en fait, 2 ans plus tard, il va publier un livre où il accuse directement la Russie d'avoir organisé eux-mêmes les attentats en 99 qui ont en fait été attribués aux Tchétchènes. Il va encore écrire un autre livre plus tard où il va accuser cette fois-ci le FSB, là où il travaillait avant, d'avoir réactivé en fait un laboratoire toxicologique numéro 12 du KGB créé par Lénine. Bref, il fait beaucoup de révélations, le mec a clairement des couilles et à partir de 2003, il va travailler comme consultant au MI6, qui est comme le KGB, comme le FBI, mais version anglais. Avec ce petit parcours de sa vie, on voit quel genre de mec c'est, il est dans les problèmes, il travaille pour les forces de l'ordre, il a clairement pas une vie commune, et le mec quand même, qu'on se le dise, il a pas peur quoi. Tout ça pour venir en 2006, le 1er novembre, où tout va se jouer. Il commence sa journée dans un restaurant de sushi où il fait son déjeuner. Il rencontre Mario Scaramello, qui est en fait un universitaire napolitain qui est soupçonné d'avoir trempé dans des trafics et en fait il prétendait lui détenir des preuves reliant le gouvernement à l'assassinat d'une journaliste et opposante russe Anna Politkovskaya. Il va plus tard, aux alentours de 16h30, se rendre à l'hôtel Millennium, où 2 Russes vont l'attendre, Dimitri Kotoun et Andrei Lokovoy, qui sont tous les deux des anciens membres du FSB. Alors qu'il commande un verre de gin, Alexander va recevoir un verre de thé. Ce qui devait arriver arriva. 2 heures plus tard, il est ramené chez lui par Ahmed Zakayev et se tord de douleur, il tombe par terre. Il boit alors en fait 2 litres d'eau pour essayer de laver son estomac. Technique que je ne connaissais absolument pas, j'imagine vous non plus, donc si jamais vous êtes empoisonné, ce que je n'espère pas évidemment, vous pouvez essayer de boire beaucoup d'eau pour essayer de laver l'estomac. Bon, cette technique n'a pas du tout fonctionné. Et 2 jours plus tard, il est admis à l'hôpital. À l'hôpital, on se demande est-ce que c'est un virus, mais son état en fait se dégrade trop rapidement. Il perd ses cheveux, son rein et sa moelle osseuse en fait se détériorent beaucoup trop vite. Bref, les médecins pensent à l'empoisonnement, mais ne savent pas de quel type d'empoisonnement c'est. Est-ce que c'est au thallium? Est-ce que c'est aux ricines? Ils savent pas. Les symptômes correspondent, mais les symptômes correspondent à plusieurs empoisonnements. Du coup, ils font des tests et remarquent de hautes quantités de radiation, probablement due à une substance appelée le polonium-210, qui est en fait hautement radioactif selon les autorités anglaises. Mais il faut noter qu'en fait, tous les rapports d'autopsie officiels n'ont jamais été rendus publics. Et le polonium-210, il faut savoir qu'il est 400 fois plus radioactif que l'uranium et que seul un réacteur nucléaire peut produire. Donc on ne parle pas d'un empoisonnement
vraiment fait à la va-vite par X ou Y personne tout seul. Au départ, les autorités pensaient que l'empoisonnement est arrivé au restaurant de sushi, mais en fait c'est pendant le thé dans l'hôtel Millennium. Les enquêteurs ayant retrouvé de grosses traces de polonium dans tous les lieux où en fait Kotun et Andrei sont passés, prouvent que l'empoisonnement a été fait à ce moment-là. Puis l'histoire du « je commande un verre de gin, je reçois une tasse de thé », faut faire gaffe. Le 24 novembre, soit un jour après sa mort, les autorités fouillent son domicile. Parce qu'à ce moment-là, toutes les hypothèses sont encore ouvertes, même l'hypothèse du suicide. Vous allez vous demander pourquoi il serait empoisonné lui-même. Si c'est un suicide, en fait, dans cette piste-là, ce serait plutôt en fait un empoisonnement volontaire pour discréditer Poutine lui-même. Mais arrivé le 6 décembre, la police considère cette mort comme un meurtre. Andrei, un des deux hommes qui était à l'hôtel Millennium, nie son implication et rejette la faute sur le MI6, qui aurait en fait voulu se débarrasser d'un consultant un peu trop impliqué, un peu trop encombrant. Et en avril 2012, il va être soumis en fait à un détecteur de mensonges qui va réussir, mais il faut bien savoir qu'un détecteur de mensonges face à un espion, il n'est pas forcément efficace. Déjà de base, il n'est pas efficace avec tout le monde, mais en plus quand c'est un espion qui passe le test, le détecteur de mensonges il n'est pas aussi efficace parce que les espions peuvent apprendre à détourner en fait le détecteur de mensonges. Et Andrei, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est un ancien membre du FSB. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 jours avant sa mort, Alexander aurait écrit une lettre. Une lettre que Goldfarb a, un ami de Boris, où en fait il accuse Poutine directement de l'avoir tué. Et attention, Poutine lui-même a répondu à cette lettre et dit si cette lettre existe vraiment, je me demande pourquoi elle n'a pas été publiée de son vivant. J'avoue que le mec marque un point. Mais pour vous montrer à quel point l'affaire était quand même super importante, Poutine lui-même répond à ça lorsqu'un journaliste lui a posé la question. C'était quand même dingue. Mais l'histoire de la lettre ne se termine pas là parce que son père, Alexander, affirme en fait n'avoir jamais vu écrire cette lettre et affirme en fait que cette lettre est complètement fausse. En gros, cette lettre elle est utilisée par ses amis pour mener leur combat contre Poutine. Du coup là on se retrouve avec des preuves qui en fait sont pas forcément des preuves, qui sont fausses, vraies, on sait pas. Et en fait il y a tellement de causes qui sont mêlées à cette affaire que la vérité paraît de plus en plus floue. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Russie déclare « Il faut être un État ou une organisation étatique pour en détenir une telle dose ». Et il parle en fait du polonium 210, le poison qu'Alexander a ingéré. Et l'Angleterre va demander en fait l'extradition de Lugovoy, qui est en fait le deuxième homme qui était au restaurant du Millennium, mais aussi de son acolyte Dimitri Kovtun, mais Moscou ne répond pas. Et au lieu de répondre, le Kremlin en fait va élire Lugovoy à la Douma sur la liste du parti libéral-démocrate, qui est en gros le parti d'extrême droite, et en fait va lui assurer comme ça l'immunité diplomatique. Le premier ministre Gordon Brown va alors en fait refuser tout contact avec Poutine. Cette affaire montre à quel point une simple mort va causer en fait limite une guerre entre deux pays. Bon, on est loin d'être dans une vraie guerre, on va quand même créer un conflit entre les deux. Le truc avec cette affaire, c'est qu'en fait l'empoisonnement d'Alexander peut être fait par le gouvernement anglais ou alors par le gouvernement russe, ou même par d'autres personnes, du moins qui font partie d'une organisation. Très honnêtement, moi quand j'ai commencé à lire quelques articles, je me suis même demandé si c'était pas les Anglais qui l'avaient fait, étant donné que c'était un consultant au MI6, mais qu'il était clairement dans d'autres organisations qui étaient contre la Russie, mais qui n'étaient pas pour les Anglais. Mais quand on fait des recherches, on voit que beaucoup d'agents russes, considérés comme en fait des opposants par le gouvernement russe, ont été frappés par des empoisonnements. Mystérieux tout ça. Des empoisonnements qui restent mystérieux, qui ont des circonstances très mystérieuses, comme avec le cas d'Alexander. Juste pour vous citer quelques noms, c'est comme l'affaire d'Alexei Navalny ou encore Alexander Perlepichy. Je suis désolé, j'ai sûrement très mal prononcé. En tout cas, cette affaire n'est pas une affaire qui ne ressemble à rien d'autre. C'est une affaire qui a des similitudes avec d'autres affaires, des affaires où il y a un gros point commun, c'est que la victime est un ancien espion considéré comme un opposant pour la Russie. Si la Russie tombe sur cette vidéo et qu'il m'arrive un truc, vous saurez pourquoi. Mais cette affaire n'a toujours pas été résolue et je pense qu'elle ne sera jamais résolue parce que clairement,
Sans vouloir citer un gouvernement, on comprend très bien qu'un gouvernement est à la tête de ce meurtre. Et que malheureusement, personne ne pourra rien faire. J'espère que ça vous a plu. Si jamais l'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir des articles sur l'affaire. Pour moi, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter votre avis, vos opinions, ou si vous avez bien aimé. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.